Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais vous parler du roman jeune adulte La Voix de la Duperie. Comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoilers dans laquelle je donnerai mon avis global et ce sera suivi d'une partie avec spoil avec un peu plus de détails sur l'intrigue de ce nouveau livre. Alors, il faut savoir qu'il s'agit du tout premier roman sorti pour la phase 2 de la Haute République. Et du coup, cette phase 2 va se passer 150 ans avant les événements de la phase 1. Ça a été une décision assez surprenante concernant la Haute République de revenir 150 ans en arrière, mais c'est assez logique d'ailleurs avec la saga Skywalker, avec la trilogie originale, la prélogie, puis la postlogie. On a un schéma qui se répète ici, c'est de la poésie, ça rime. Mais justement, la question, est-ce que ça rime à quelque chose de revenir dans le passé? C'est vrai que j'en doutais un petit peu au début, surtout qu'en fait, à la fin de la phase 1, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après et de voir entre guillemets patienter durant cette phase 2 avec des événements précédant la phase 1. C'était un petit peu frustrant, mais le fait est que là pour l'instant, en plus j'ai quasiment fini la phase 2 en anglais, et bien ça valait le coup de revenir en arrière. Chose intéressante aussi, pour la première fois, c'est un roman jeune adulte qui lance la phase 2, puisque la phase 1 avait débuté avec Light of the Jedi, la lumière des Jedi de Charles Soule. Et là ici, ce n'est pas Convergence de Zoraida Cordova qui commence cette phase 2, mais bien celui-ci, donc écrit par Justina Ireland et Tessa Gratton, La Voix de la Duperie. Là où les romans jeune adulte de la phase 1 étaient intéressants, mais en soi pouvaient être éludés, là c'est quand même essentiel de lire celui-ci. C'est pour ça que d'ores et déjà, je vous dis, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Et en plus, c'est vraiment une lecture essentielle pour la phase 2 et pour la Haute République en général. J'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qu'on nous introduit dedans, notamment Marda Ro, ancêtre de Marchion Ro, et sa cousine Yana Ro. On nous présente tout un culte qui s'appelle la Voix de la Main Ouverte. C'est un culte un peu spécial qui vénère la Force, mais qui pense que l'on ne devrait pas utiliser la Force. Donc les Jedi abusent la Force selon eux. Et chaque utilisation de la Force, d'après eux, cause quelque chose plus tard. Donc si on fait quelque chose de bénéfique avec la Force, ça se trouve, il va se passer un truc de mauvais plus tard. Donc vraiment, ils pensent qu'il ne faut jamais utiliser la Force et la laisser tranquille. The Force will be free. Et tout ce culte bien sympathique se trouve sur la planète Dalna, sur laquelle vont arriver deux Jedi avec Xala Makri et son padawan Kev Mozink, un jeune Pantoran. Eux aussi font partie des personnages principaux, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Kev Mo est sur la couverture, tout à gauche. On a Marda Ro à droite, et au centre, on a Mère, Mother en VO, qui est la chef de la Voix de la Main Ouverte. On voit bien que c'est une époque assez différente déjà, ne serait-ce que de la phase 1, puisqu'on est beaucoup plus tourné vers l'exploration. On essaye de ramener différents mondes au sein de la République. Il y a des prospecteurs, on est en train d'explorer la bordure extérieure, la frontière. Il y a un côté très exploration, quasi même western à certains aspects, je trouve. Et c'est assez intéressant justement de découvrir un contexte un petit peu différent de ce qu'on a eu même dans la phase 1, qui était déjà elle-même assez différente de ce qu'on avait dans la prélogie. On voit aussi des Jedi qui sont beaucoup moins stricts, beaucoup plus à l'aise avec certaines choses, on va dire, puisque c'est un des points importants du roman. Ça va être la relation entre Marda Ro et Kev Mozink. De son côté, elle fait partie de la Voix de la Main Ouverte, et lui par contre est un Jedi, donc là il n'y a pas plus antinomique que ça. Mais malgré tout, il y a une relation assez intéressante qui va se tisser entre ces deux personnages, deux visions différentes, ils vont essayer de se convaincre l'un l'autre par rapport à leurs croyances, et j'en dirai pas plus car on est encore dans la partie sans spoilers. On a un roman qui est beaucoup plus centré sur les personnages, qui installe assez calmement son ambiance tout au long du livre, mais c'est très agréable et c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu avoir sur les romans adultes de la phase 1. Je pense notamment à La Lumière des Jedi qui installait beaucoup son contexte galactique avec vraiment des événements avec des répercussions galactiques. Là ici, on est centré sur la planète Dalna, on est centré sur nos personnages principaux, donc c'est un petit peu différent mais c'est une autre approche pour commencer cette phase 2. Le contexte un peu plus global de la galaxie, on le verra dans Convergence ou dans sa suite Cataclysme. Il y a un rythme assez lent, assez sympathique à suivre, mais franchement à la fin, ça part tellement en vrille. J'en dirai pas plus parce qu'on est encore dans la partie sans spoilers. Voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Et c'est assez cool et osé, même je trouve, pour un jeune adulte. Et assez intéressant. Très bon duo en tout cas, Tessa Gratton et Justina Ireland sur ce bouquin-là. C'était très bien foutu. Franchement, elles ont fait du très bon boulot pour commencer cette phase 2. Et je vous recommande très fortement la lecture de La Voix de la Duperie. Je pense que ça va être difficile pour moi d'en dire plus dans une partie sans spoilers, donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà lu le roman qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Comme je vous le disais, on nous présente les personnages de Kev Mozink et de son maître Xala Makri qui arrivent sur Dalna, où se trouve le culte nommé la Voix de la Main Ouverte, ou Path of the Open Hand en anglais. Et au sein de la Voix, on retrouve Mère, le héros, The Herald en VO. On a également Marda Ro et sa cousine Yana Ro. Yana Ro aimerait bien d'ailleurs quitter la Voix de la Main Ouverte, puisque elle est chargée de de libérer, de voler quoi, des artefacts de la Force.
Et c'est par ce biais-là d'ailleurs qu'on retrouve des objets qui sont importants pour la phase 1, n'est-ce pas, utilisés par Mark Unro. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de connexions à ce qu'il y a dans la phase 1, et là on voit vraiment l'intérêt de raconter des histoires qui se passent avant. On nous présente beaucoup de background par rapport, allez, disons-le, on est dans une partie avec spoil, avec les sans-noms, avec les Shrikarai, vu que le plan de la mère est basé sur le fait qu'elle a un œuf, elle a l'œuf de l'égaliseur avec elle, et c'est à cause de ça que ça part en vrille à la fin d'ailleurs, hein, puisque, alors ça, parce que je grille un petit peu les étapes, je raconte un petit peu tout dans le désordre, mais là, ça me vient comme ça, il faut que j'en parle. Le fait que Kevmo et Zala meurent à cause de l'égaliseur, alors ça j'ai vraiment pas vu venir, parce que bon, quand on te présente des nouveaux personnages comme ça, tu t'attends pas forcément à ce qu'ils meurent à la fin. Donc du coup, ouais, c'était assez surprenant, et Mère est est quand même un méchant assez intéressant, et plutôt terrifiant même, je trouve. Ce qui est très intéressant aussi, c'est justement les oppositions de point de vue entre Marda et Kevmo, qui vont malgré tout avoir une connexion qui est quand même assez forte, même s'ils ont des points de vue très différents par rapport à la force, ils vont essayer de se convaincre l'un l'autre, et on voit que des sentiments commencent à apparaître chez les deux. D'ailleurs, il y a un moment assez sympathique entre Zala Makri et Kevmo. Assis-toi mon petit, il faut qu'on parle des sentiments, que j'ai bien aimé en tout cas. On ressent du coup le lien naissant entre ces deux personnages, c'est assez bien écrit. C'est d'autant plus déchirant parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas marcher, on le sait. Et Marda d'ailleurs est un personnage assez intéressant. Yana, la cousine de Marda, veut partir du Path, mais elle par contre, Marda, elle est à fond dedans. Elle voudrait même qu'on porte le message de la voix de la main ouverte en dehors de Dalna, donc dans toute la galaxie. C'est elle qui veut aller sur Jedha, si je me souviens bien. Dans ces deux personnages-là, qui sont des Everni, hein, du coup les ancêtres de Mark Unro, on a vraiment deux points de vue très différents entre les deux. Ce qui fait que Yana d'ailleurs manque de mourir à cause de Mère, parce que apparemment Mère n'aime pas trop qu'on quitte la voie de la main ouverte. Ce qui prouve que c'est un culte tout à fait sain, n'est-ce pas? Et via le personnage de Mardaro, on voit la tactique de la voie de la main ouverte. Car sous couvert de générosité, de gentillesse, parce qu'ils offrent des fleurs à tout le monde, ils sont gentils. Et non, c'est d'infâme saloperie au final. Comme je vous le disais, Marda veut vraiment quitter Dalna et propager le message de la voie dans toute la galaxie. Et par contre, elle se sent un petit peu délaissée par Mère. Elle est obligée de s'occuper des petits-enfants. D'ailleurs, il me semble que parmi eux, il y en a un qui s'appelle Tromac. Le vieux Tromac, ça devrait vous rappeler un truc dans la phase 1 si vous avez été attentif aux comics. En fin de roman, il y a Mother qui donne un peu d'intérêt justement à Marda, puisque c'est un membre important du Path. Et d'ailleurs, en parlant du Path et d'Hero, on découvre que le fameux vaisseau que veut construire la Mère pour propager le message du Path à travers la galaxie, il s'appelle le Gaze Electric, le vaisseau amiral de Mark Unro à l'époque de la phase 1. Et ça, quand le nom arrive dans le roman, j'ai fait « Oh là là, ok, d'accord, très bien ». On se doutait que la voie de la main ouverte était en lien avec les Nihil, surtout que dans l'organisation on retrouve Marda et Yana. Même le symbole du Path, qui est une sorte de 3 vagues comme ça, la bleue, ça rappelle quand même fortement les 3 éclairs, rouges par contre, et verticaux, qui sont le symbole des Nihil. Mais c'est assez intéressant justement de voir comment, d'une certaine façon, comment les antagonistes de la phase 1 sont originaires de cette histoire de voie de la main ouverte, et comment ça a évolué au fil de 150 ans d'histoire, vers les Nihil et vers Mark Unro qu'on connaît dans la phase 1. Moi qui étais dubitatif à la base par rapport à la phase 2, et maintenant que j'ai lu quasiment toute la phase 2, il me reste juste Path of Vengeance que je n'ai pas encore lu, je peux vraiment vous dire que ce retour en arrière est assez intéressant et loin d'être inutile, et je suis certain, vu l'écriture et la construction de la Haute République, qu'il y aura beaucoup de choses introduites dans cette phase 2 qui nous seront très utiles pour la phase 3. Donc vraiment très gros coup de cœur pour ce début de phase 2 avec La Voix de la Dupree, qui est vraiment un très bon roman que je vous recommande. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur La Voix de la Dupree de Justina Ireland et Tessa Gratton. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas également à commenter pour décrire votre avis sur ce roman. Je vous invite également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de romans, comics, mangas, et plus particulièrement ceux de la Haute République. Pour ceux qui auraient besoin d'un bon recap sur la phase 1 de la Haute République, je vous renvoie vers la playlist des résumés de la Haute République, dont la 3e partie sur la vague 3 vient de sortir hier. On se retrouvera très vite pour la prochaine vidéo de review littéraire de la Haute République pour La Quête de la Cité Perdue par George Mann. A très bientôt et que la force soit avec vous.